Voilà. C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Bocquet, professeur à l'école des Ponts, directeur adjoint du CERIA, qui est un laboratoire commun entre l'école des Ponts et EDF. R&D, oui. Un laboratoire qui a été fondé il y a une quinzaine d'années. En 2003. 2003-2004. Alors c'est un laboratoire qui est dédié à l'étude notamment de la micrométéorologie dans les basses couches de l'atmosphère, également des phénomènes qui touchent. Et de la pollution atmosphérique. Tu es un ancien élève des Ponts. Éteindre vos micros. J'ai entendu quelque chose. Oui. Est-ce que... Est-ce que les sites distants peuvent éteindre leur micro? C'est bon? Ok. Si personne ne parle, c'est qu'ils ont coupé leur micro. Tu es donc ancien élève de l'école des Ponts, tu n'es pas tout le monde ici en fait, dans ce qui n'est pas encore l'Institut de physique théorique du CEA, qui est le SPHT. Voilà, le service qui était le service avant. C'est le service, c'est pas la suite. Voilà. Donc tu n'es pas tout le monde ici, diplômé de l'école polytechnique pour la thèse, ensuite 2 ans. Et pour l'ingénierie aussi. 2 ans en Grande-Bretagne, notamment à Oxford et Warwick, je crois, en postdoc. Puis revenu ensuite à l'école des Ponts. Depuis, je travaille surtout sur tout ce qui est assimilation de données. Parmi les événements marquants que j'avais envie de souligner, il y a eu une école des ouches, c'est remarquable, 3 semaines, en 2012 je crois, qui a donné un ouvrage, une collection de proceedings en 2014, qui permet justement de se familiariser avec cela, et puis depuis 2016, il y a un autre ouvrage qui est signé, qui porte sur tout ce qui est algorithmie et théorie d'expression de données, appliqué aux géosciences, et ça va être le thème de ton exposé aujourd'hui. Je vais te laisser la parole tout de suite. Merci encore d'avoir participé. Merci beaucoup Riyad, merci pour l'invitation. Alors donc je vais vous parler d'assimilation de données. Donc c'est un sujet. Alors j'ai un focus particulier plutôt sur les algorithmes. Enfin c'est ce que l'assimilation de données fait en général. Mais évidemment il y a toute une échelle d'applications possibles sur l'assimilation de données. On peut se concentrer sur uniquement les aspects mathématiques, en faire des preuves et des théorèmes, c'est pas tout à fait ce que je fais. On peut se concentrer un peu plus appliqué sur les algorithmes, et ça c'est ce que je fais. Et puis ensuite on peut appliquer ces algorithmes sur des modèles de taille raisonnable, voire des modèles opérationnels, donc des modèles de grande taille. Donc en fait il y a toute une gamme de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent en fait sur l'assimilation de données et qui les appliquent. En tout cas, c'est né surtout en géosciences et qu'il applique surtout sur des modèles de géosciences, mais pas seulement, puisque ça s'est développé dans d'autres domaines ou dans d'autres sous-domaines des géosciences. Donc c'est un sujet, donc comme je suis assez centré donc, sur les algorithmes, c'est relativement, non pas aride, mais c'est relativement sec, il n'y a pas énormément d'images et de jolies choses à montrer. Cela dit, on utilise toujours ce que nos collègues de géosciences font, donc, et puis on fait tourner nous-mêmes des modèles de temps en temps, donc on peut sortir de jolies images, mais nous on se concentre surtout sur la qualité de ces algorithmes, et donc on est à la recherche de nombres, de scores, et on cherche à les diminuer au maximum. Donc c'est toujours difficile d'en parler. Donc je vais faire quand même un aperçu des techniques d'assimilation de données. Je vais vous parler des algorithmes principaux. Donc je vais faire d'abord une petite introduction, parler des algorithmes, et ensuite je parlerai un petit peu des choses qui nous excitent en partie en ce moment, qui est quel impact peut avoir le machine learning, les techniques de machine learning sur l'assimilation de données, quels sont les liens entre les deux, et voilà. Mais ça c'est tout à fait, c'est bouillonnant et c'est naissant. Il y a un effet de mode, mais il y a aussi le fait qu'il y a quand même des techniques assez puissantes et qu'il faut absolument qu'on regarde ce que ça peut donner en assimilation de données, et vice-versa d'ailleurs, puisqu'on peut aider aussi ce qui se passe en machine learning. Donc je vais commencer d'abord par une introduction générale. Donc mon discours est en français, mais mes slides sont en anglais. Voilà. Alors, donc l'assimilation de données, c'est sa définition. Donc, je fais vraiment une présentation assez générale. C'est d'essayer de combiner de façon optimale des observations qu'on a d'un système physique. Donc, moi, je pense à des systèmes en géosciences surtout. Voilà. Et puis, avec des sorties d'un modèle numérique de ce système physique. Donc, contrairement au machine learning, c'est généralement des modèles complexes qui sont très coûteux à faire tourner. Ça peut être des modèles de CFD, ça peut être des modèles de chimie-transport, ça peut être des modèles d'océan, ça peut être des modèles donc, de physique atmosphérique, des modèles de météorologie ou des modèles climatiques qui couplent tous ces compartiments du système Terre. Et ça, on combine ça avec des outils mathématiques qui essayent de nous garantir une forme d'optimalité sur l'estimation du système.
puisqu'on a deux sources d'informations différentes et on essaye de tirer la meilleure partie des deux sources d'informations. Alors, les techniques d'assimilation de données qu'on utilise, on veut les appliquer à des systèmes de très grande taille, avec des bases de données très grandes. Donc, depuis le départ, quand ces techniques se sont développées il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années, les gens évidemment se sont imposés d'utiliser des techniques les plus simples possibles. Donc, au départ, c'était des régressions linéaires extrêmement simples. Ça reste relativement simple aujourd'hui, mais on est monté en complexité depuis 40 ans quand même. Donc, comme j'ai dit, ça s'est d'abord développé en météorologie. Et puis ça s'est étendu à l'océanographie, à la chimie atmosphérique, et maintenant ça s'étend vraiment dans tous les compartiments des géosciences à minima, et ça c'est notamment au climat, et quand on combine tous ces modèles entrés pour former des modèles du système Terre. Donc là j'ai listé donc, la météorologie, l'océanographie, la chimie atmosphérique, le climat, la glaciologie, dans laquelle c'est né il y a une dizaine d'années, ça est rentré il y a une dizaine d'années, l'hydraulique, l'hydrologie. Alors en parallèle, il y a eu des techniques dites inverses sur le système, sur la géophysique de la Terre solide. Donc c'est des communautés qui sont relativement séparées, mais eux ont développé également des techniques d'estimation depuis plus que 50 ans. Ce qui nous différencie peut-être, c'est les dynamiques, le fait que sur les enveloppes fluides, donc l'atmosphère ou l'océan, la dynamique est beaucoup plus rapide, alors qu'en géosciences, jusqu'à présent, il y avait peu de dynamique qui était considérée. Et puis maintenant, la simulation de données s'y applique avec des modèles qui ont un peu de dynamique. Et donc, il y a maintenant des recoupements possibles, en fait. Et puis, il y a le temps spatial, il y a maintenant bien d'autres applications, y compris hors des géosciences. Alors, donc d'un point de vue mathématique, l'assimilation de données, c'est un problème d'inférence. Donc, comme j'ai dit, on a des lois qui décrivent l'évolution du système, parce que souvent c'est un système dynamique, pas toujours, mais la plupart du temps c'est un système dynamique. Et on a un modèle qui est une approximation de la réalité, et on a une discrétisation numérique de ce modèle, qui est elle-même une approximation des équations d'Iré partielles, elle-même une approximation du système naturel. Donc en fait, il faut voir ça comme un modèle qu'on espère le meilleur possible, mais qui reste une approximation. Et puis on a des données sur ce modèle, qui peuvent être des bases de données considérables, comme en météorologie. Et on a des données qui sont bruitées, qui sont imparfaites, et il y a des tas de sources d'erreurs dans ces données. Donc c'est vraiment, on a beaucoup d'informations, mais relativement bruitées et relativement imparfaites. Il y a par ailleurs le fait que, justement, contrairement à la Terre solide, on essaye de faire des inférences séquentielles, parce que sur ces géofluides, donc sur ces fluides qui sont chaotiques, il y a d'abord, il y a deux contraintes. Il y a le fait qu'on reçoit des données en temps réel et qu'on va faire des prévisions le plus vite possible, comme en météorologie. Et donc, en fait, on a besoin de faire une mise à jour constante en fait, de nos algorithmes d'assimilation de données, en recevant des nouvelles données et en estimant à nouveau l'état du système. Donc, en fait, c'est un processus, une inférence qui est séquentielle, qui se fait régulièrement. Et d'autre part, on a des dynamiques chaotiques qui sont intrinsèquement instables, et donc on ne peut pas s'amuser à faire une inférence sur une très longue période. Ça ne fonctionnerait pas, on aurait des problèmes numériques, et donc en fait, il faut de toute façon le faire sur des courtes périodes. Donc c'est pour ça qu'intrinsèquement, les inférences qu'on fait, en tout cas pour les géofluides, est séquentielle. Donc typiquement, donc je ne montrerai pas trop il n'y aura pas trop de maths, mais pour poser les choses, voilà ce qu'on écrit généralement. Alors les mathématiciens qui commencent à s'épanouir en assimilation de données, qui écrivent des théorèmes, le font souvent avec des équations continues en temps, continues en espace, ou continues en temps à minima. Souvent l'assimilation de données, quand on travaille sur les algorithmes et qu'on cherche à les implémenter, on travaille souvent sous une forme discrète, aussi bien en temps qu'en espace. Alors en espace forcément parce que les systèmes sont discrétisés, et puis en temps aussi pour résoudre les équations, mais voilà, il y a des modélisations mathématiques possibles en temps continu. Donc nous on fait ça souvent voilà, sous forme discrète. Donc c'est des vecteurs l'état du système est défini par un vecteur, éventuellement il y a des paramètres aussi qu'on cherche à estimer. Et voilà l'équation de la dynamique, et comme on est conscient du fait que le modèle a des erreurs, on a un terme stochastique qui représente le bruit lié à l'erreur modèle en fait. Voilà. Et ce modèle est généralement non linéaire, pas toujours, mais la plupart du temps non linéaire. Le modèle d'évolution est chaotique quand je regarde les géofluides.
Donc le modèle dynamique, les contraintes qu'on a quand on développe des algorithmes d'assimilation de données, c'est qu'il faut vraiment penser nos algorithmes pour qu'ils opèrent à terme dans des systèmes de très grande taille. Et typiquement, la taille qu'on attend de la discrétisation du vecteur d'état en météorologie, c'est 1 milliard de variables, c'est quelques milliards de variables. C'est ce qui est implémenté, par exemple, au Centre européen ou à Météo France, sur leur système opérationnel pour faire des prévisions météorologiques. Donc il faut avoir en tête que non seulement il y a beaucoup de variables, il faut pouvoir les stocker, mais alors en plus, c'est très coûteux et néanmoins à faire un incrément du modèle. Et comme je l'ai dit, ce sont des modèles qui sont instables, alors pas au sens numérique, mais au sens dynamique. Et donc il faut une conséquence de ça, c'est que les algorithmes doivent être séquentiels. Donc la deuxième source d'information qu'on utilise dans l'estimation de données, ce sont les observations. Et donc on modélise donc généralement l'observation, le processus d'observation par cette relation qui relie donc le vecteur d'observation à l'état du système à travers un opérateur d'observation qui assez souvent est linéaire, quand on fait une observation directe, par exemple de température, de pression, de vent, mais qui peut aussi être non linéaire, parce qu'il y a des opérateurs d'observation, comme par exemple des mesures satellitaires en ultraviolet par exemple, qui vont faire intervenir des opérateurs non linéaires ici, ou par exemple la mesure LIDAR ou la mesure radar, et donc les opérateurs seront intrinsèquement non linéaires, donc ça a une complication supplémentaire, mais il y a aussi beaucoup d'observations linéaires, contrairement aux opérateurs d'évolution qui étaient pratiquement systématiquement non linéaires. De même, il y a du bruit qui affecte cette mesure, mais c'est pas souvent le bruit instrumental n'est pas si important que ça, il y a surtout et avant tout un bruit une erreur dite de représentativité qui fait qu'on essaie de faire parler, on va faire parler des modèles et des observations et qui en fait ne sont pas du tout des informations aux mêmes échelles, données aux mêmes échelles, puisque les modèles sont discrétisés sur des mailles qui restent toujours relativement grossières, donc quelques kilomètres de nos jours, sur des modèles de grande échelle, alors que l'observation, c'est des mesures qui sont faites au mieux, qui sont représentatives de quelques centaines de mètres. Et donc on a du mal à les faire parler, il y a des erreurs dites de représentativité entre les deux. Ça, c'est les premières sources d'erreurs en fait. Et puis il y a aussi des déficiences dans la modélisation du modèle. Donc c'est une nouvelle source d'erreurs. Donc en fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas un petit bruit. Il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte et dont il faut tenir compte. Et ce bruit n'est pas forcément petit parce que c'est pas forcément de l'erreur instrumentale. Voilà. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans ce processus séquentiel de l'assimilation de données, on reçoit des observations constamment, et même si on reçoit énormément d'observations, on a généralement le fait que le nombre de variables qui discrétisent notre système est bien supérieur au nombre d'observations qu'on reçoit au jour le jour. Donc les observations, sur la météorologie en tout cas, on a tout un réseau d'observations qui mesurent la Terre ou l'atmosphère, mais aussi l'océan. Et donc c'est un problème qui était du big data. Donc les gens en assimilation de données, en centre opérationnel en tout cas, faisaient du big data bien avant que ce soit à la mode. Et là il faut compter, il y a plusieurs dizaines de millions d'observations qui sont assimilées dans leur système. En fait ils en reçoivent davantage, plusieurs centaines de millions, surtout des données satellitaires, mais ils en écrèment énormément, puisqu'il y a des redondances dans les données, il y a aussi des erreurs, et donc il y a des façons plus ou moins ad hoc de filtrer ces données. Et donc on a typiquement, il y a quelques dizaines de millions d'observations qui sont assimilées toutes les 3 heures, par exemple, dans les centres opérationnels. Avec surtout donc, des observations satellitaires et des observations synoptiques, c'est-à-dire des stations traditionnelles, bateaux, avions, stations au sol. Alors d'un point de vue mathématique, ça ressemble à un statisticien, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des erreurs partout, donc en fait on va nécessairement avoir un point de vue statistique pour faire une inférence. Si on ne met pas de statistiques, on va nulle part en fait. Donc on est obligé dès le départ de concevoir ça comme un problème statistique. Et donc si on regarde ça même comme un problème probabiliste, on peut représenter ce problème de simulation de données séquentielles comme un modèle de Markov variable cachée. Donc avec les variables x qu'on aimerait connaître, mais dont on a seulement un aperçu. Et un modèle qui nous fait passer d'un temps t1 à un temps t2. Et puis on observe ce système à travers des observations. Y, et voilà, et on essaye de deviner quelle est la valeur de x1, x2, x3. Voilà, et quelqu'un d'assimilation de données va représenter le processus séquentiel d'assimilation de données de cette façon-là, où on mélange les données d'un modèle, donc les prévisions d'un modèle, les observations qu'on reçoit sur l'état du système physique, et qu'on les combine à travers une analyse de façon, on espère, mathématiquement optimale pour produire une nouvelle analyse et recommencer le cycle. Donc en fait, ça, vous voyez que c'est vraiment la traduction de ce modèle de Markov. Et c'est lié directement aussi aux techniques de problème inverse. Donc il y a cet aspect séquentiel qui est un petit peu différent.
Et donc, comme je l'ai dit, il faut vraiment quantifier l'incertitude, toutes les sources d'incertitude possibles, et ensuite, éventuellement même, essayer de prédire cette incertitude. Donc, c'est pour ça que le bon cadre, en fait, pour décrire tous ces objets, c'est les probabilités ou les statistiques à minima. Et donc, même si ce n'est pas écrit dans les papiers d'assimilation de données, il est sous-entendu que en fait, le cadre naturel, c'est une approche bayésienne qu'on utilise dans toutes les lignes d'assimilation de données. Donc en fait, et l'objet qu'on aimerait reconstruire, qui est très difficile à reconstruire, mais c'est comme tous les gens qui font des statistiques bayésiennes, on essaie de reconstruire la probabilité du système physique X, connaissant les observations sur ce système physique. Et on sait que c'est formellement résolu par l'équation de Bayes, qui en fait nous dit que c'est donné par la vraisemblance des observations, quelque chose qu'on peut modéliser à l'aide de l'opérateur d'observation. Donc c'est-à-dire la probabilité des observations si on connaissait l'état du système, que multiplie une connaissance a priori du système et qui est donnée par ce forecast, par cette prévision en fait, préalable du modèle. Et ça, c'est juste une constante de normalisation. Donc en fait, fondamentalement, ça résout le problème. Et ensuite, évidemment, le problème, c'est que pour construire un tel objet, c'est un problème c'est formellement très difficile de... Enfin, c'est plutôt numériquement très difficile d'implémenter ça, puisque c'est un objet qui est très compliqué, et c'est tout le problème des statistiques bayésiennes, d'essayer de calculer ces objets-là. Et en assimilation de données, on est aussi à la recherche d'une modélisation de cet objet-là. Il y a plusieurs utilisations de ces techniques d'assimilation de données, et qui est, si on considère la flèche du temps ici, et puis ça c'est le temps présent, T grand K. La première des applications des techniques d'assimilation de données, c'est d'essayer de prévoir l'état du système à l'instant présent. Donc c'est ce qu'on appelle du filtrage. En théorie de l'estimation. Et puis, à partir de ce filtrage, on peut essayer d'utiliser le modèle pour faire des prévisions. Donc ça, c'est ce qu'on a typiquement dans les centres de prévision. Ils nous produisent des prévisions sur le temps à l'aide d'une estimation par filtrage et ensuite, simplement faire tourner le modèle pour avoir des prévisions au temps futur. Il y a une autre application qui est très importante en géosciences, mais pas seulement, c'est le lissage. Donc le lissage, ça consiste à essayer d'estimer à un temps passé l'état du système, mais cette fois-ci, comme on a des données jusqu'au temps présent, on peut essayer d'utiliser ces observations dites futures pour le temps passé, et donc statistiquement, on sait qu'on peut avoir une meilleure estimation de l'état. Donc ça s'appelle du lissage, et ça a une application majeure en géosciences. Ça permet de produire des réanalyses. Donc c'est comme ça qu'on produit des réanalyses de tout par exemple, il y a des réanalyses sur le XXe siècle jusqu'à nos jours de la météorologie, en fait. Et plus généralement, on essaie de faire ça maintenant sur le climat. Et donc ça permet on a des produits maintenant qui sont donnés par ces centres opérationnels de réanalyse et qui sont extrêmement utiles à l'ensemble de la communauté géosciences qui réutilise ces meilleures estimations du temps sur les 100 dernières années ou sur les 10 dernières années ou sur des événements très particuliers auxquels on s'intéresse. Donc ça s'appelle des réanalyses. Alors, je vais peut-être passer l'historique puisque je vais décrire ces différentes méthodes. Je vais peut-être juste donc dire que ça a démarré il y a en tout cas la météorologie elle-même, c'est objective, elle a démarré depuis 150 ans. Et les premières analyses objectives, ça se faisait à la main initialement, et les premières analyses objectives assistées par ordinateur, ça date de 50 ans. Et ça s'est combiné avec l'arrivée de données massives, des premiers satellites, par exemple, et puis de l'instrumentation plus abondante. Donc les observations ont cru largement, en même temps qu'on améliorait les modèles ici, et qu'on en faisait un usage de plus en plus sophistiqué. Et donc en parallèle, les techniques mathématiques ont progressé donc depuis 60 ans. Et parce que justement on a une puissance de calcul supérieure, parce que les observations sont en nombre plus massif, donc l'assimilation de données prend de la valeur, et donc on a pu utiliser des méthodes de plus en plus sophistiquées. Donc au départ c'est juste de la régression, et puis ensuite on a fait intervenir du contrôle optimal. Ça a donné quelque chose d'assez célèbre qui s'appelle le 4 d'Évar, donc à la fin du XXe siècle. Et puis il y a quelque chose qui vient plutôt du monde du filtrage de Kalman, qui s'est appelé, et je vais en parler un petit peu, qui s'appelle du fil de Kalman d'ensemble, qui a été introduit plutôt là, au début des années 2000. Et aujourd'hui, on essaie de combiner ces techniques en fait, pour donner des techniques qui sont encore plus performantes. Donc maintenant, je vais faire un petit descriptif de ces techniques.
une petite overview de ces techniques et essayer de vous parler des techniques qui, voilà, de dire un peu ce que j'en pense, quelles sont celles qui sont les plus opérantes et les tendances actuelles. Alors le cœur des techniques, c'est, et ce que j'enseigne en tout cas aux étudiants de master, c'est qui permet de comprendre à peu près 50% des techniques classiques de la simulation de données. C'est donc l'estimateur, donc ce qu'on appelle BLEU, donc c'est le meilleur estimateur linéaire et non biaisé. Donc je vous rappelle qu'on a deux sources d'informations, ce qui vient éventuellement d'un modèle ou n'importe quelle information qu'on a a priori, et puis les observations sur le système, et on cherche à les combiner de façon optimale. Donc le modèle le plus simple, non trivial, mais extrêmement simple qu'on essaye de faire, c'est de combiner nos deux sources d'informations. Donc voilà l'équation d'observation, et voilà ce qui correspondait à l'opérateur, à l'équation d'évolution, mais là on n'a pas de référence au temps ici, c'est juste une analyse statique. On a juste l'information a priori qui est entachée d'erreurs, comme les observations qui sont également entachées d'erreurs. Et ce qu'on suppose a priori, c'est qu'on connaît non pas les erreurs elles-mêmes, mais on connaît les statistiques associées à ces erreurs, par exemple qu'elles sont distribuées par une gaussienne. Voilà. Il faut se rappeler que donc, les vecteurs sont les vecteurs de très grande taille, donc on est limité par les techniques qu'on peut utiliser. Et si on fait une simple régression en fait, à partir de ces deux sources d'information, on obtient la solution suivante, que en fait, l'analyse est décrite est liée donc à l'a priori, plus une correction qu'on va faire et qui dépend évidemment de l'observation, et plus particulièrement ce qu'on appelle l'innovation ici, c'est-à-dire la différence entre l'observation et ce qu'on a pu prédire à partir du système antérieur, et qui est multiplié par un gain, c'est-à-dire une grosse matrice qui va en fait combiner de façon plus ou moins optimale ces sources d'informations. Et ce gain, vous voyez, si vous regardez ça juste comme des nombres, c'est le ratio en fait entre l'incertitude attachée à l'a priori et la somme de l'incertitude attachée à l'a priori et l'incertitude attachée à l'observation. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à partir de l'incertitude de chacun des deux sous-systèmes, pondère l'information arrivant de ces deux sous-systèmes et nous donne une analyse optimale, le fameux XA. Mais en bonus, on a aussi l'incertitude en fait, a posteriori, une fois qu'on a fait l'analyse, la simulation, et qui dépend de la matrice initiale qu'on avait, l'incertitude initiale qu'on avait sur l'état du système, et qui est multipliée par quelque chose qui dépend du gain, et dont on espère qu'elle va réduire justement cette incertitude. Donc c'est-à-dire qu'en un certain sens, PA est plus petit que B. Donc voilà en quoi consiste l'analyse la plus simple possible et qui est au cœur en fait du fil de ça représente en fait l'analyse du fil de Kalman tel qu'utilisé dans le fil de Kalman, mais aussi d'autres algorithmes dans la simulation de données appliquée aux géosciences. Donc il y a aussi donc ça c'est de l'analyse purement statistique, mais on peut le voir aussi de façon variationnelle, et exactement le même système on peut l'écrire de façon variationnelle avec une fonction de coût qu'on va chercher à minimiser, et dont la solution va être exactement ce fameux XA. Okay, donc ça impose d'écrire la fonction de coût avec un écart à l'ébauche. Donc le X qui est la variable muette dans ce problème, on mesure son écart par rapport à l'a priori, à l'ébauche, et on mesure aussi son écart par rapport à l'observation, et c'est pondéré par les incertitudes en fait. Et donc, mais ça a l'avantage d'être une jolie fonction fonctionnelle, donc juste un nombre à partir d'un vecteur grand X, et le minimum de cette fonction correspond à la solution BLEU. Et en plus, c'est lié, on peut l'interpréter directement en termes de statistiques bayésiennes et à la probabilité, à la densité conditionnelle dont je vous avais parlé. Il se trouve en plus que ça a un gros avantage, et c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de centres, comme par exemple Météo France, utilisent des approches variationnelles, et se sont mis aux approches variationnelles assez tôt. C'est qu'on peut, contrairement à l'analyse statistique, on peut aussi appliquer ça à des opérateurs non linéaires très facilement, puisque en fait, pour passer à un opérateur non linéaire, vous voyez, il suffit de remplacer l'observateur linéaire ici par un opérateur non linéaire, on a un problème très raisonnable qu'on cherche également à minimiser, mais cette fois-ci avec des techniques d'optimisation non linéaire. Et donc c'est la raison pour laquelle, à cause de cette simplicité, en fait, que c'est utilisé en centre opérationnel, et que les approches variationnelles sont généralement prisées par les centres opérationnels, mais aussi par les chercheurs. Quand on applique ça, c'était une analyse à un temps donné. Quand on applique ça à un système séquentiel, donc il y a une dimension temporelle, on va faire une séquence d'analyse en fait, qui va utiliser ces observations, qui va utiliser le XB devenu un XF, parce que c'est en fait une prévision qui provient de l'état antérieur, et puis qui dépend énormément de l'incertitude qu'on est forcé de donner sur cette prévision.
Et on combine tout ça grâce à l'analyse que je viens de vous montrer. Ça permet de produire l'analyse XA. Donc l'état qu'on pense être optimal, l'estimation qu'on pense être optimale sur le système. Ensuite, on utilise le modèle pour prévoir en fait pour faire une prédiction au temps suivant. Et on recommence le cycle en récupérant de nouvelles observations et en faisant une nouvelle analyse. Donc voilà, ça c'est la façon séquentielle de faire de la simulation de données à partir de ce schéma très simple. Ça s'appelle le 3D VAR, parce qu'on fait ça surtout, il y a surtout une analyse avec les 3 dimensions d'espace. Mais là, si je me contente d'une seule variable, vous voyez comment ça fonctionne, avec en rouge les petites observations, en noir pointillé, dash, là, avec tireté, c'est la trajectoire réelle. Et en bleu, c'est l'analyse en fait, qui est produite par la simulation de données. Alors il y a c'est un peu en dents de scie parce qu'il y a des corrections permanentes en fait, qui sont faites à chaque étape d'analyse. Donc voilà, typiquement, et c'est comme ça qu'on essaye de suivre la trajectoire en fait, qu'on ne connaît pas. Mais, et puis ça a été utilisé, alors ce noyau que je vous ai montré, Blue, est la partie principale en fait, du fil de Kalman, qui a été introduit en ingénierie au début des années 60, qui a été utilisé un peu en géosciences, mais pour les raisons que je vais vous expliquer tout de suite, ce n'est pas une technique qu'on peut se permettre d'utiliser telle qu'elle, il faut faire une transformation dont je vous parlerai. Et donc sur le fil de Kalman, on a la même étape d'analyse, mais en plus, on va utiliser cette estimation de l'incertitude a posteriori, contrairement au 3D VAR. Et puis, il y a une étape de prévision où on fait la prévision standard à partir du modèle comme on a pu le faire, comme j'ai pu le suggérer précédemment. Mais en plus, on essaye de regarder comment les incertitudes sont déformées par le modèle et comment l'erreur du modèle impacte ces incertitudes. C'est-à-dire qu'on calcule l'évolution aussi des incertitudes, contrairement au 3D VAR, dans un fil de Kalman. Et donc ça donne un schéma assez similaire, sauf que cette fois-ci, il y a une partie supplémentaire qui se rajoute, qui est due au fait qu'on veut estimer l'incertitude en même temps que l'état optimal du système. Et la chose importante sur le fil de Kalman, c'est qu'on sait que c'est une solution optimale de l'équation de Bayes, en fait, si les statistiques sont gaussiennes et si les modèles sont linéaires. Donc on a ce résultat mathématique très fort que c'est vraiment, là, il n'y a pas besoin de faire mieux, c'est ce qui se fait de mieux. Si tout était parfait, c'est-à-dire linéaire, s'il n'y avait pas d'erreur sur les incertitudes, et si les statistiques les incertitudes étaient gaussiennes. Malheureusement, il y a un énorme problème, c'est qu'il faut stocker ces matrices, et comme je vous l'ai dit, il faut aller jusqu'à des tailles de 1 milliard, alors qu'une matrice 1 milliard par 1 milliard, ça ne se stocke pas. Et là, il y en a plusieurs. Donc déjà, en termes de stockage, ce n'est pas possible pour des systèmes de très grande taille. Et d'autre part, il faut appliquer donc, ce produit à gauche et à droite, il faut appliquer le modèle ou son tangent linéaire, c'est-à-dire la matrice jacobienne correspondante, à gauche et à droite de la matrice PA. Et donc ça veut dire qu'il faut 1 milliard de fois, typiquement, appliquer le modèle qui est lui-même déjà très coûteux. Donc c'est totalement hors de question d'appliquer sur un modèle de grande taille le fil de Kalman. On peut le faire sur des petits modèles de géophysique réduits, mais on ne pourra pas l'appliquer sur des modèles même de taille intermédiaire, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que les gens, du côté donc, du fil de Kalman, les gens ont essayé de réduire en fait, le fil de Kalman et ont proposé le fil de Kalman d'ensemble, où au lieu de considérer ces matrices d'incertitude P, enfin d'erreurs d'analyse, des matrices d'erreur, matrices de covariance d'erreur, ils ont choisi donc de représenter ces matrices par un ensemble de points, donc dont les statistiques empiriques vont être représentatives de. Donc c'est vraiment une approche Monte-Carlo, en fait, une vision Monte-Carlo du fil de Kalman. Et donc on a un ensemble, et cet ensemble va être de taille limitée parce que chaque état du système, chaque vecteur, chaque membre de cet ensemble représente un état du système qui peut être de très grande taille, et on va faire des statistiques dessus. Donc en fait, on est forcément limité, et on va faire aussi une prévision sur cet ensemble. Donc on est forcément limité sur la taille du système NE. Donc typiquement, c'est quelques dizaines, on utilise quelques dizaines de membres. En géosciences, sur des modèles de grande taille, on monte jusqu'à quelques centaines au maximum. Et donc on représente la moyenne, qui est un peu l'état optimal, comme juste la moyenne empirique de l'ensemble. Et on essaie de représenter la matrice d'erreur de covariance d'erreur de prévision comme en fait les covariances empiriques associées à cet ensemble.
Alors ce qui est par contre très agréable dans le fil de Kalman d'ensemble, c'est que comme on a réduit, on n'a plus de matrice à propager, on a juste l'ensemble à propager, ça c'est sa grande force. Et en plus on peut le faire de façon, en utilisant le modèle non linéaire, sans avoir à calculer la matrice jacobienne ou le tangent linéaire. Et ça c'est une nouvelle grande force de cette approche. Donc il y a plusieurs, alors je vais peut-être passer assez vite, il y a plusieurs, alors c'est devenu extrêmement populaire dans toutes les géosciences, mais aussi au-delà des géosciences. Donc en ingénierie, il y a quelque chose qui s'appelle incentive filter, mais qui en fait est moins efficace que le fil de Kalman d'ensemble. Et donc le fil de Kalman d'ensemble est vraiment un outil qui est utilisé par tout le monde maintenant, bien au-delà des géosciences. Et il y a quand même il y a toute une famille de fils de Kalman qui ont été développés, et celui qui est historique, il est stochastique. En ce sens que pour représenter correctement les incertitudes, il faut rajouter un petit bruit stochastique en fait, aux observations sur chacun des membres. Donc ça c'est une petite bizarrerie qui se comprend très vite en faisant des petits calculs. Donc ça c'était la variante historique qui rajoute un petit bruit d'échantillonnage en introduisant artificiellement en fait, ce bruit. Mais il existe aussi, si vous en entendez parler, des façons déterministes de développer ce fil de Kalman. Donc ça s'appelle les filtres de racine, puisque en fait, pour extraire l'incertitude, au lieu d'ajouter du bruit stochastique, en fait, on va extraire la racine en fait, de la matrice P, l'incertitude, donc comme un facteur de Cholesky en fait, on essaie d'extraire un facteur de Cholesky. Et donc il y a un certain nombre de fils de Kalman dits déterministes, où on ne rajoute pas ce bruit stochastique, et qui permettent de faire toute l'analyse de fils de Kalman uniquement en travaillant sur un ensemble. Et donc un qui est extrêmement populaire, c'est le fil de Kalman d'ensemble transformé, ETKF en anglais, et qui est très facile à mettre en œuvre, donc il est très populaire et très utilisé. Alors donc c'est vraiment une très jolie méthode. Un énorme problème évidemment, c'est le prix à payer pour cette simplification énorme du fil de Kalman. C'est qu'évidemment ces matrices d'incertitude qui sont énormes, on les représente par un nuage de points. Mais évidemment le nombre de degrés de liberté qu'on cherche à représenter, généralement sur un modèle de géosciences, est considérable. Et ce n'est pas avec 50 membres ou 100 membres dans un ensemble qu'on va représenter tous ces degrés de liberté. Ce qui fait que les matrices P d'échantillonnage qu'on calcule à partir de cet ensemble sont extrêmement bruitées. Donc ça, c'est un problème général de statistique, comment représenter des matrices de covariance à partir d'un nombre d'échantillons limité. Et on sait qu'il faut absolument régulariser ces matrices, sinon on obtient des corrélations, enfin des covariances qui sont extrêmement bruitées et qui vont en fait casser le fil de Kalman. Donc ça, c'est un exemple graphique. Pour un modèle 1D, c'est un modèle gaussien, purement statistique, qui a une matrice que j'ai construite, avec une matrice B, qui, comme c'est un modèle 1D, on peut représenter la matrice B sous forme 2D, avec ici les variances sur le long de la diagonale et les covariances hors de la diagonale. Et puis on extrait de cette matrice un ensemble de taille très limitée, et on calcule sa matrice de covariance échantillonnée. Et vous voyez que ça ressemble un petit peu à la matrice B, mais on a énormément de bruit statistique, donc dû à cet ensemble de taille limitée, parce qu'on ne représente pas tous les degrés de liberté. Et ce bruit statistique, en fait, va totalement tuer et faire diverger votre fil de Kalman d'ensemble. Donc ça, c'était tout de suite un énorme problème que les gens ont résolu assez tôt en proposant ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire qu'on va appliquer un produit de Schur en fait, sur cette matrice d'échantillonnage qui va, en fait, c'est un produit de matrice, mais où on multiplie chaque coefficient, produit d'Adamar, et qui consiste à multiplier chaque coefficient de la matrice directement avec une matrice de corrélation fixe et prédéfinie qui a une décroissance forte, donc hors de la diagonale, et qui va nous permettre de tuer tout ce bruit d'échantillonnage. Et donc quand on applique ce produit de Schur, donc quand on applique la localisation, en fait on garde ce qui se passe sur la diagonale, qui est une estimation des variances du B original, et on va tuer en fait toutes les erreurs d'échantillonnage. Donc on a un objet qui se rapproche beaucoup plus de B. Donc ça c'est une technique, alors il y a différentes formes de l'appliquer, mais cette technique dite de localisation est absolument indispensable si vous voulez appliquer un fil de Kalman d'ensemble en grande taille. Donc là, si vous voulez appliquer un fil de Kalman sur un système de très grande taille, vous êtes obligé de passer par ce fil de Kalman d'ensemble ou l'une de ses variantes et d'appliquer en plus ces techniques de régularisation qui sont notamment la localisation, qui est la plus importante, c'est la localisation.
Alors, une autre classe de méthode qui n'est plus du côté du filtrage, mais du côté du contrôle optimal et de l'analyse variationnelle, c'est la généralisation avec une dimension temporelle du 3D var. Donc le 3D var avait cette dimension temporelle dans le sens où on faisait juste, on propageait juste l'état optimal. Et on avait des statistiques qui étaient statiques à chaque temps. La matrice B était statique, climatologique, et on utilisait toujours la même. Donc on ne propageait pas vraiment l'incertitude. On faisait une jolie analyse, mais on ne propageait pas l'incertitude. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Maintenant, dans le cadre des VAR, on ne propage pas les certitudes, mais on va le faire implicitement dans une fenêtre temporelle, en fait. Et on considère une fenêtre temporelle, au lieu de faire une analyse à chaque instant, une fenêtre temporelle qui englobe plusieurs instants, dans lequel on va assimiler plusieurs vecteurs d'observation. Et on va chercher, en fait, à obtenir une trajectoire du modèle qui soit cohérente et qui se faufile à travers les observations dans la fenêtre d'assimilation de données. Ça, c'est typiquement un problème de contrôle optimal. Donc, on cherche cette fois-ci à minimiser un terme d'ébauche qui vient de la prévision initiale et qui se concentre sur le début de la fenêtre d'assimilation de données. On cherche à assimiler toutes ces observations à l'intérieur de la fenêtre d'assimilation de données, de T0 à T grand K, et on va le relier au modèle. Et ça, c'est sous la contrainte qu'on veut que tous les xk à l'intérieur de la fenêtre soient en fait issus d'une trajectoire du modèle. On ne sait pas laquelle, on veut la calculer. Voilà. On veut donc ça s'appelle du contrôle optimal, ce qu'on fait en France depuis 80 ans, mais on ne l'applique pas, appliqué sur des gros modèles jusqu'à présent, jusqu'à la fin des années 2000. Et donc voilà typiquement ce qu'on obtient quand on résout ce problème de contrôle optimal. Et vous voyez que c'est plus du tout en dents de scie, cette fois-ci l'analyse. On a toujours nos observations en rouge, on a la trajectoire réelle du système qu'on cherche à estimer en noir, tir T. Et puis on a les analyses, on a la trajectoire en fait du 4D var, l'analyse en fait qui est ici en jaune-orange, avec les analyses qui sont en vert. Et donc là on a une continuité en fait de la trajectoire grâce à le fait qu'on a imposé en fait on cherche un ensemble, enfin la bonne trajectoire parmi un ensemble de trajectoires à travers la fenêtre. Donc on a une cohérence de la dynamique en fait à travers la fenêtre. Et ça a été implémenté, ça a été un beau succès numérique et aussi en termes de prévision, ça a été implémenté au Centre européen et à la fin des années 2000 et au début des années 2000 à Météo France et dans d'autres centres dans le monde. Une grosse contrainte, donc on ne rentre pas du tout dans les équations, c'est juste pour vous montrer qu'une grosse contrainte du contrôle optimal en général et du 4D var, c'est qu'il faut calculer l'adjoint du modèle. Et l'adjoint alors du modèle des observations, mais aussi, mais surtout du modèle d'évolution. Donc du tangent linéaire, donc il faut calculer la matrice jacobienne et son adjoint. Et ça, c'est un défi technique, enfin c'est un défi technique vu en tout cas par les gens qui font de la simulation de données, c'est aussi un défi en informatique théorique. C'est comment produire en fait, et il faut se rappeler que ce modèle en fait est donné par un énorme code et pas juste par une matrice dont on prendrait la transposée. Donc on a un énorme problème parce qu'on a un énorme corps de plusieurs centaines de milliers de lignes ou plusieurs millions de lignes et on essaye de calculer c'est un objet qui est bien défini mathématiquement, mais il faut calculer l'adjoint de ce code. Et donc soit on le fait à la main, ce que fait le Centre européen ou Météo France, soit on le calcule avec des outils de différenciation automatique dont on sait qu'ils ne sont pas parfaits. Donc en fait on a cette grosse contrainte qu'on voit comme une contrainte technique, mais qui peut être vue comme un problème fondamental en informatique théorique. Et qui aujourd'hui, voilà, les gens tous les jeunes qui se dirigent vers le machine learning, en fait, découvrent la rétropropagation, mais en fait, c'est juste du calcul adjoint, en fait, appliqué à leur réseau de neurones. Donc le problème de l'adjoint, c'est dans tous les centres opérationnels, qui utilisent un 4D var, c'est une de leurs préoccupations. Et puis, plus récemment, donc là je vous parle des choses qui se sont faites sur peut-être les 8 dernières années, ou commençaient à réfléchir sur les 10 dernières années, les gens ont essayé tirer le meilleur parti de ces familles de méthodes. Donc les familles de méthodes, c'est les méthodes type fil de Kalman d'ensemble d'une part, de filtrage, et les méthodes variationnelles comme 3D var, 4D var d'autre part. Pourquoi ? Parce que les méthodes variationnelles, comme on a vu, on va chercher un modèle non linéaire à l'intérieur d'une fenêtre. Donc une méthode variationnelle, 4D var, mais aussi 3D var pour l'opérateur d'observation, est capable de faire une analyse non linéaire, de vraiment tirer parti de la non-linéarité du modèle pour chercher une solution plus fine. En revanche, en tout cas tel que c'était fait il y a 15 ans,
il y avait toujours cette matrice statique au début de la fenêtre, cette matrice B, qui ne dépendait pas qui devait être prédéfinie. Donc il y avait un gros travail pour la définir, et ça ne dépendait pas du temps. Donc au début de la fenêtre, en tout cas, on n'avait pas du tout d'estimation dynamique en fait, des erreurs. Or, les géofluides et l'estimation et les estimations des incertitudes dans ce géofluide est une chose dynamique. Et donc les erreurs bougent autant que l'état du système. En revanche, pour le fil de Kalman d'ensemble qui dérive du fil de Kalman, c'est un peu l'inverse, puisque en fait, l'analyse elle-même à un temps donné est linéaire et gaussienne. On a des hypothèses de gaussianité et de linéarité, même si on peut l'appliquer à des modèles non linéaires. Mais d'autre part, on avait cette force du fil de Kalman qu'on propageait ces matrices, et là on propage un ensemble, et donc on a vraiment ce qu'on appelle en métrologie les erreurs du jour, c'est-à-dire qu'on a une estimation dynamique des erreurs. Et ces deux qualités sont essentielles pour améliorer les prévisions. En fait. Et donc en fait on aimerait combiner les deux, ce que les gens ont cherché à faire, donc à travers ces méthodes dites hybrides ou ces méthodes dites ensemble variationnel, en NVAR, ce qui fait qu'on les gens ont commencé à mélanger un peu le fil de Kalman d'ensemble avec le 3D VAR, ça a appelé en hybridant en fait les matrices de covariance avec une partie dynamique et une partie statique. Et il y a plusieurs familles de méthodes. Il y a une autre façon de faire qui s'appelle l'IDA, donc c'est de faire un ensemble d'assimilation de données. Et alors ça, je vous en parle parce que c'est ce qui est utilisé actuellement à Météo France ou au Centre européen. Donc c'est vraiment la méthode de choix actuellement. Et ça utilise le fait que ces centres opérationnels n'ont pas spécialement envie de revoir toutes leurs copies complètement. Ils n'en ont pas le temps ni les moyens. Et donc il faut absolument qu'ils utilisent, pour essayer de faire des méthodes de ce type-là, il faut qu'ils utilisent ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire un 4D VAR. Et donc, une façon de mélanger ces aspects ensemble, filtrage d'ensemble, avec un 4D VAR, c'est de faire un ensemble de 4D VAR. Donc, vous allez faire une analyse de 4D VAR pour chacun des membres de l'ensemble. Donc, c'est la façon la moins coûteuse en termes de développement qu'ils ont trouvé pour faire. Et donc, ce qui fait que c'est en fait une sorte de fil de Kalman d'ensemble stochastique pour lequel chaque analyse est un 4D VAR. En fait, mathématiquement, c'est pratiquement ça. Et il y a une autre chose auquel j'adhère un petit peu moins, qui s'appelle, qui est développée au Canada, en Angleterre, au Met Office, et qu'ils ont cherché aussi à développer à Météo France, qui développe en partie, mais qui n'est toujours pas opérationnel, qui s'appelle le 4D NVAR, où en fait, qui est une autre variante de ces méthodes, où en fait, dont l'objectif principal est vraiment non pas de, ça c'est plutôt un aspect mathématique, enfin, est-ce qu'on essaye du point de vue algorithmique, on essaie d'améliorer ça, mais ils ont ce gros problème de l'adjoint dans les centres opérationnels, de maintenir cet adjoint. Et donc, en utilisant un ensemble, ils espèrent également estimer l'adjoint de façon purement numérique par différence finie. Donc, une façon de calculer l'adjoint, de façon approchée avec un modèle réduit, c'est simplement de regarder le modèle dans l'ensemble, de l'écrire sous forme, comme on est dans un ensemble, on a une base réduite, et on peut écrire le modèle à ce moment-là sous forme matricielle, dans cette base réduite. Et donc prendre l'adjoint, c'est juste la transposer à cette petite matrice. Alors évidemment, il y a énormément de complications, je passe sous le tapis tout ce qui met sous le tapis toutes les complications, mais c'est essentiellement l'idée de ce 4D NVAR, c'est de faire du 4D VAR sans l'adjoint, ou en estimant l'adjoint à travers des différences finies. Donc c'est l'idée. Alors, il y a des complications, mais vraiment je passe ça. Donc la première raison n'était pas scientifique, ou algorithmique. La première raison, c'était essayons de se débarrasser de ce gros problème de maintenance qu'on a sur nos adjoints. Voilà. Alors je ne vais peut-être pas parler du fil particulaire. Alors c'est l'arlésienne de l'assimilation de données. Mais ça s'améliore, puisque le fil particulaire, pour ceux qui connaissent, ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon de résoudre directement l'équation de Bayes à l'aide d'une technique de Monte Carlo. C'est-à-dire qu'on prend l'équation de Bayes qui est toute simple, que je vous ai montrée au début, et on la résout de façon Monte Carlo. Donc ça donne ce qu'on appelle le filtre particulaire, et c'est une technique qui est extrêmement efficace quand on a un espace, quand on a un nombre de coordonnées, par exemple pour un missile, ou pour n'importe quel objet astronautique, quand on a un nombre de degrés de liberté faible. Donc typiquement, c'est 3, 4, 5, ça va jusqu'à 10. Et on peut monter un petit peu dans certains cas. Mais c'est très limité en termes de taille. Donc on est très loin du milliard de variables qu'on cherche à représenter. Cela dit, ça a quand même la beauté de résoudre l'équation de Bayes directement avec un modèle complètement non linéaire.
Et on n'a pas d'inversion, contrairement au gain de Kalman, on n'a aucune inversion à faire, parce que l'analyse s'écrit extrêmement simplement grâce à l'équation de Bayes, en multipliant chacune des trajectoires, donc cet ensemble de particules. Donc ça ne s'appelle plus des membres dans l'ensemble, contrairement au fil de Kalman d'ensemble. Ça s'appelle des particules, mais c'est vraiment la même chose. On sert à représenter l'incertitude avec un nuage de points, de particules. Et donc l'analyse a cette grande force qu'elle correspond, quand on écrit l'équation de Bayes trivialement, c'est vraiment ça s'écrit, il y a juste une ligne à écrire. En fait, c'est simplement le poids, quand on fait une mise à jour du poids d'une particule. Donc alors, que je vous dise que la probabilité conditionnelle va être représentée comme un certain nombre de particules, avec le delta de Dirac ici, et avec un poids qui vous dit à quel point la particule est dominante dans cette PDF, dans cette densité. Donc quand on fait une propagation, comme pour le fil de Kalman d'ensemble, c'est très simple. Quand on passe d'un état TK à TK plus 1, il suffit en fait de propager chacune des particules. Les poids ne changent pas, parce qu'on n'a rien modifié d'autre part. Donc en fait, c'est très simple de faire une propagation comme avec le fil de Kalman d'ensemble. Par contre, la mise à jour, c'est-à-dire l'analyse, se fait simplement en multipliant le poids de la particule. Cette fois-ci, c'est le poids qui change, pas la particule elle-même. Et on la multiplie par la vraisemblance de l'observation compte tenu de cette particule. Donc c'est vraiment l'équation de Bayes qu'on écrit tout simplement. Donc si vous êtes amené à écrire l'équation de Bayes, vous écrivez ça directement, c'est extrêmement simple. Et donc il n'y a pas d'inversion, l'analyse se fait extrêmement simplement. Donc le gros problème de tout ça, c'est qu'il y a la fameuse malédiction de la dimensionnalité, qui fait qu'on essaie de représenter une PDF qui est probablement très complexe, avec plein de degrés de liberté, par quelques particules dans un espace qui va être de plus en plus grand quand on atteint 1 milliard de variables. Donc en fait, ces particules sont, d'un point de vue statistique, extrêmement éloignées les unes des autres. Et donc en fait, vous échantillonnez plus rien du tout, en fait, plus du tout cette PDF, avec un nombre très limité de particules. Donc en fait, il faudrait avoir un nombre exponentiellement grand, exponentiel avec la taille du système, pour arriver à faire toujours, avoir un fil de particules qui fonctionne correctement. Donc a priori, c'est inutilisable sur les systèmes géophysiques, mais les gens ont quand même essayé dès le départ. Et puis aujourd'hui, on utilise les fameuses techniques de localisation dont je vous ai parlé pour le fil de Kalman d'ensemble, et qui s'appliquent différemment, mais qui peuvent s'appliquer aussi, de façon plus difficilement, au fil de particulaire. Donc cette fois-ci, à nouveau, on va chercher à éliminer ces corrélations qui sont dues aux échantillonnages, en fait, en faisant une analyse qui est seulement locale, c'est-à-dire que chaque particule, en fait, la correction locale d'une particule ne sera influencée que par les observations qui sont locales. Et c'est une façon de réduire, en fait, la taille de l'espace et de s'abstraire de cette fameuse malédiction de la dimensionnalité. Plutôt que de regarder le système global dans un espace de dimension très grand, où on a la malédiction de la dimensionnalité, on va regarder ça comme un ensemble de petites analyses locales, pour lequel, localement, l'espace devient beaucoup plus petit, puisqu'il y a un nombre de variables beaucoup plus petit à considérer. Et donc on peut faire une analyse du fil de particules. Alors ça demande, il y a beaucoup de problèmes associés à ça. C'est beaucoup moins facile que pour un fil de Kalman d'ensemble, pour lequel la localisation marche extrêmement bien. Ici, ça marche plus difficilement, donc c'est pour ça que les choses sont difficiles, mais on commence maintenant à y arriver un petit peu. Donc, on est loin d'être à l'opérationnel, mais enfin sur les systèmes de taille intermédiaire, on commence à y arriver à utiliser un fil particulier et on atteint des performances similaires au fil de Kalman d'ensemble. Donc à terme, on cherchera à faire mieux, mais c'est déjà pas mal parce qu'on n'y arrivait pas jusqu'à présent à faire aussi bien que le fil de Kalman d'ensemble. Donc voilà, donc ça c'était un tour d'horizon de toutes les techniques algorithmiques d'assimilation de données, dont beaucoup sont opérationnelles, dans les centres opérationnels, et elles sont utilisées par des chercheurs pour faire de la recherche et par des ingénieurs pour faire de l'opérationnel, pour faire des prévisions opérationnelles. Maintenant, je vais vous parler des choses qui bouillonnent un petit peu depuis 1 ou 2 ans, qui est en fait quel est l'impact en fait des progrès qui ont été faits récemment en machine learning et surtout sur les réseaux de neurones sur l'assimilation de données. Donc je vais faire une petite discussion donc à ce sujet. Donc là, je vais faire une comparaison aussi pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont d'ores et déjà partagées en fait, qui étaient déjà partagées entre le machine learning et l'assimilation de données. Donc déjà, on cherche à faire à peu près, vu de très loin, on cherche à faire la même chose, puisqu'on a à partir de données et éventuellement d'un modèle plus ou moins sophistiqué, on cherche à produire une meilleure estimation de l'état du système. Et on cherche à faire des prévisions bien souvent, ou des inférences. D'accord ? Donc ça, c'est déjà l'objectif est vraiment, vu de très loin,
quand on ne regarde pas à quel système ça s'applique, on cherche vraiment à faire la même chose, c'est de l'estimation. Voilà. Et on va faire des généralisations et de la prévision à partir d'eux. Il y a une grande partie des techniques de machine learning qui reposent sur l'analyse bayésienne. Ou quand ça ne repose pas sur l'analyse bayésienne, il y a souvent des interprétations bayésiennes de ces techniques. Et comme je vous l'ai dit, la simulation de données, c'est des algorithmes qui s'interprètent très facilement en termes bayésiens. Donc il y a déjà beaucoup de techniques qui sont en fait communes, simplement parce qu'elles sont construites sur des bases bayésiennes ou carrément sur l'équation de Bayes. Et ce qui fait qu'il y a même du vocabulaire qui est commun en fait aux deux disciplines. Alors s'il y a des différences, on le voit surtout sur le fait que la simulation de données, en tout cas en géosciences, c'était destiné à utiliser des grands modèles. Et donc il y a, sur ce couple observation-modèle, il y a cette partie modèle qui est censée être très coûteuse pour la simulation de données, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser des techniques mathématiques nécessairement extrêmement sophistiquées, même si on utilise des grandes bases de données. Et en machine learning, on utilise des grandes bases de données, voire avec les GAFA, des bases de données monstrueuses. Et on a a priori des modèles qui sont des modèles paramétrisés qui sont relativement peu coûteux, même s'ils tendent à grossir récemment. Voilà. Et puis maintenant, il y a des choses hybrides qui se passent entre les deux, dont je vais parler peut-être un petit peu. Donc si on a pour ceux qui sont restés un petit peu à l'écart du machine learning, donc on a maintenant on groupe ça sous le dénominateur commun, sous le nom intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, avec des choses ça a donné des très jolies choses il y a 50 ans, mais ça n'a pas été plus loin, ça s'est un peu arrêté parce que l'approche était très formelle, peut-être pas assez pratique. Et puis ensuite, à l'intérieur de l'intelligence artificielle, aujourd'hui on considère qu'il y a le machine learning. Machine learning, par contre, ça fonctionne depuis quelques dizaines d'années avec des techniques qui sont utilisées, qui ne sont pas forcément des réseaux de neurones, mais qui sont utilisées dans beaucoup de disciplines, y compris en géosciences, en climatologie, par exemple, qui sont des forêts aléatoires, toutes les techniques de régression qui sont, elles, partagées avec la simulation de données, et d'autres techniques. Voilà. Et puis, à l'intérieur de machine learning, il y a les réseaux de neurones artificiels, qui existent depuis, on le sait, 30 ans, mais qui ont vraiment explosé depuis une dizaine d'années en étant un peu plus audacieux, en utilisant les mêmes techniques mais en étant un peu plus audacieux, en résolvant quelques problèmes techniques liés justement au calcul de l'adjoint et à la façon d'utiliser les gradients. Et ça a donné maintenant voilà. Et c'est ça qui a explosé et qui redonne un gain d'intérêt énorme à toutes ces techniques. Et voilà, donc ça c'est avec des mots-clés. Alors, pourquoi il y a eu ce regain en machine learning? D'abord parce qu'il y a d'un point de vue mathématique, il y a des nouvelles représentations des données et des modèles en fait beaucoup plus profondes et qui fait qu'on peut représenter, un nombre de degrés de liberté pertinent beaucoup plus important et de façon plus économe. Et puis, il y a l'utilisation, quelque chose qui est dit couramment, mais qui en fait a une importance colossale, sur laquelle j'insiste beaucoup, parce qu'en pratique, on s'aperçoit que la raison pour laquelle il y a une armée d'étudiants et de chercheurs et des centaines de milliers de gens qui se mettent à travailler dessus, c'est peut-être surtout parce que il y a le support de Google, de Facebook, qui fournissent des outils clés en main que tout chercheur peut utiliser, et tout étudiant peut utiliser. Et il y a tout ce travail qui est fait en assimilation de données, par exemple, pour calculer l'adjoint, etc. Il est fait directement par ces librairies ici. Donc il y a toute un aspect technique du développement qui n'est plus à faire et qui fait qu'on peut passer directement aux choses intéressantes, ou pas. Ça dépend de ce qui est considéré comme intéressant. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. Ça n'est pas une raison scientifique, mais c'est une raison technique qui est majeure. Et qui n'est pas... Évidemment, tout le monde est au courant, c'est pas caché. Mais ce n'est pas mis en avant, et pourtant, si un jour ça tombe, et tout d'un coup, il y aura l'armée d'étudiants qui va s'effondrer avec l'effondrement de ces librairies. Si ça devait être privatisé un jour ou rendu non accessible. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, chercheur en assimilation de données en géophysique, je suis intéressé par le machine learning. Alors la première des raisons, c'est qui est une mauvaise raison, c'est que c'est devenu très populaire. Donc on est forcément impacté, on entend même parler à la radio, donc ça vient. Voilà, on peut pas faire l'impasse dessus. On est obligé de regarder au moins. On n'est pas obligé de travailler dessus, mais on est obligé de se tenir au courant parce que les succès qui ont été remportés en vision, en langage,
sont colossaux. Et donc, quand on s'intéresse à toute forme de technique d'estimation, on est obligé de s'y intéresser un petit peu, de savoir ce qui s'est fait et pourquoi. La deuxième bonne raison, c'est que justement, comme il y a ces techniques qui ont été proposées, et ce sont des techniques d'estimation, et que dans ces techniques d'estimation, on essaye d'estimer non seulement l'état du système, mais aussi le modèle, puisque sur ces réseaux de neurones, on cherche à estimer tous les coefficients de ce réseau profond. Donc en fait, on essaie de construire le modèle en même temps que l'état optimal. Ça nous force, nous, en assimilation de données, à reconsidérer des questions qu'on sait importantes, mais qu'on n'a pas vraiment osé attaquer de front. Alors, qui est la question de l'erreur modèle, alors qu'on a attaqué de front, mais pas en attaquant carrément le modèle, en cherchant carrément à reconstruire le modèle. Donc l'erreur modèle, c'est le petit bruit stochastique qu'on avait sur l'équation d'évolution. Donc c'est un problème très important en assimilation de données, et dans lequel il y a des techniques pour essayer d'estimer ce bruit, mais on ne cherchait pas à estimer le modèle jusqu'à présent, ou très peu via des estimations de paramètres. Et là, ce sont des questions qui sont maintenant, on ose maintenant poser des questions censées être plus difficiles, qu'on n'osait pas, qu'on ne voulait pas se poser jusqu'à présent. Et grâce au machine learning, ces questions sont maintenant ouvertes. Et qu'on utilise ou non des techniques de machine learning, on a le droit de se les poser. On a le droit de soumettre des papiers qui parlent de la reconstruction de modèles. Et puis la dernière question, la dernière raison fondamentale, c'est que oui, ces techniques, comme je l'ai dit, ces techniques donc en vision dans d'autres domaines sont vraiment extrêmement performantes. Et certaines de ces techniques sont applicables assez rapidement en fait en géosciences, en tout cas sur les modèles jouets. Et donc il n'y a pas de raison de ne pas les essayer, il n'y a pas de travail forcément considérable à faire pour essayer de les essayer directement et de voir à quel point elles sont performantes sur nos problèmes. Alors on peut penser d'ores et déjà, on a tous fait en géosciences, enfin les gens qui en assimilation de données s'intéressent à ces questions-là, on fait une wish list en fait de tout ce qu'on aimerait faire à l'aide de certaines idées du machine learning. Et donc on espère que par exemple ça va améliorer la qualité le filtrage des observations satellitaires dont je parlais, où il y avait un nombre considérable d'observations qui n'étaient pas toutes à retenir, et qui sont filtrés à 95% ou 98% des observations qui sont rejetées en fait, comme étant non informatives. Et donc on aimerait automatiser ça de façon la plus intelligente possible. Et donc c'est un travail qui est fait dans les centres opérationnels. Et on pourrait le faire avec des techniques de machine learning, avec des techniques de régression non linéaire plus avancées. Ce qu'on aimerait faire également, c'est essayer d'émuler, de construire une partie, non pas forcément le modèle complet, mais une partie du modèle, comme des paramétrisations sous-mailles, concept en physique assez difficile à estimer dans les modèles de géosciences, comme la convection profonde, comme la représentation des paramétrisations physiques, microphysiques dans les nuages. Donc il y a des choses qu'on aimerait peut-être remplacer et apprendre de façon plus systématique à l'aide de techniques de machine learning, notamment de deep learning, donc de réseaux de neurones. Et donc ça pourrait être il y a quelques papiers qui commencent à sortir sur ce genre de sujet. On pourrait essayer d'améliorer les techniques d'assimilation de données, comme notamment les régularisations de ces matrices de covariance pour le fil de Kalman d'ensemble. Essayer cette fois-ci appliquer carrément le machine learning sur les techniques d'assimilation de données pour essayer de rendre plus automatique ces techniques de régularisation qui restent une petite épine dans le pied pour les gens qui font du fil de Kalman d'ensemble. Après, il y a tout ce qui est correction de biais, quelque chose de très important pour les gens en opérationnel. Donc on pourrait, à partir des résidus qu'on obtient, on a déjà fortement corrigé les biais grâce à l'assimilation de données. Est-ce qu'on ne pourrait pas de façon automatique, à l'aide d'un nouveau réseau de neurones en sortie, essayer à nouveau de réduire le biais sur les résidus? Ça, c'est tout à fait envisageable, parce que les techniques d'assimilation de données vont corriger dans la limite de leur capacité. S'il y a des approximations linéaires gaussiennes, il va rester des biais qui sont liés à des interactions non linéaires. Et puis il y a ce problème de l'adjoint, et là on peut se dire que si on remplace une partie, si on remplace le modèle par un modèle de réseau de neurones profond, on pourrait calculer facilement l'adjoint, parce que comme un réseau de neurones a une architecture bien définie, il est très facile de calculer en fait son adjoint, surtout en utilisant ces fameuses librairies que sont TensorFlow, PyTorch par exemple, et le calcul de l'adjoint, en fait c'est la grande force de ces librairies, le calcul de l'adjoint est automatique. Puisque la structure étant prédéfinie, il n'y a pas de nouvelles paramétrisations à introduire et on sait calculer l'adjoint de façon automatique assez facilement. Et donc, pourquoi pas ne remplacer le modèle carrément, un modèle approché, de façon approchée, on remplace le modèle par un réseau de neurones et on calcule l'adjoint de ce réseau de neurones de façon automatique, ce qui fait qu'on va avoir un adjoint approché du modèle de départ.
Donc ça, personne ne l'a fait, ça ne doit pas être très difficile à faire, mais sur les modèles de grande taille, ça a peut-être un intérêt. Voilà, et après le downscaling, etc. Donc ça, c'est un exemple. Alors, est-ce que j'en parle? C'est juste un exemple, par exemple, de reconstruction de dynamique. Ça, c'est un petit modèle chaotique qui s'appelle le modèle de Lorentz à 40 variables. Et voilà une trajectoire de référence, ça c'est le temps, et ça c'est un modèle unidimensionnel qui représente, en fait, qui est censé représenter un peu l'atmosphère, et un modèle de latitude en fait de l'atmosphère, et qui est un modèle chaotique, et qui est donc un modèle jouet qu'on utilise en dynamique et surtout en assimilation de données pour tester nos méthodes avant de passer à des modèles de plus grande taille. Donc il y a 40 variables que vous voyez ici, donc ça c'est la dimension, c'est sur un cercle, ça représente un cercle. Donc voilà l'espace physique ici, et voilà le temps. Et là, il y a des ondes qui sont non linéaires, et la dynamique est chaotique. Et voilà, avec un réseau de neurones, ce qu'on peut apprendre, réseau de neurones ou d'autres techniques qui ressemblent au réseau de neurones, on peut essayer d'apprendre ce modèle à l'aide uniquement d'observation sur ce modèle. Et voilà le modèle, par réseau de neurones qu'on obtient. Et comme c'est un modèle chaotique, comme les modèles sont chaotiques, ils finissent forcément, quand on compare les deux, la référence avec le modèle, ça finit forcément par diverger au bout d'un certain nombre de temps, et qui là est relativement éloigné dans le futur. Et donc vous voyez toute cette zone où en fait les deux modèles coïncident, et puis ça finit quand même par diverger. Mais comme pour tout modèle chaotique, deux trajectoires très proches finissent par diverger. Donc ça, c'est une façon d'émuler en fait le modèle à l'aide d'un réseau de neurones, en faisant un apprentissage du modèle. Et voilà un autre exemple sur un autre modèle chaotique, modèle de Kuramoto-Sivashinsky, mais qui lui est continu, qui est donné par une équation dérivée partielle, mais toujours unidimensionnelle. Donc c'est plus joli à voir. Il y a plus de variables, mais c'est la même chose. Donc au début, on a les deux modèles qui sont le modèle qui est très proche, le modèle par réseau de neurones qui est très proche de la référence après apprentissage, et qui finit par diverger évidemment au bout d'un certain temps. Et ça, les gens se proposent de faire ça, non pas forcément sur le modèle complet, mais sur des parties, des bouts de modèles, sur des modèles de plus grande taille. Donc c'est le programme que beaucoup de gens en assimilation de données ont quand il s'agit d'utiliser le modèle learning. Alors les problèmes qu'on voit et sur lesquels on va travailler, c'est le fait qu'il est bien connu qu'il est relativement difficile d'extraire de la physique des réseaux de neurones. Donc c'est une question intéressante en soi, mais ce n'est pas du tout facile. Donc c'est d'abord un outil numérique, un outil empirique. Et donc c'est difficile d'en tirer quelque chose directement. Et les gens en géosciences, ils aiment comprendre la physique, ils aiment comprendre leur modèle. Et donc ils ne sont pas forcément prêts à utiliser des réseaux de neurones simplement parce que même si ça améliore les performances de leur modèle, s'ils n'apprennent pas quelque chose à travers ces réseaux de neurones, ils ne vont pas forcément t'intéresser. Et ce n'est pas forcément intéressant, c'est vrai. Ensuite, il y a des problèmes de contraintes de quantité conservée dans les systèmes géophysiques, comme l'énergie, la vorticité ou d'autres lois linéaires avec des relations linéaires ou non linéaires, qui sont naturellement conservées par les équations aux dérivées partielles du modèle, et que le réseau de neurones ne va qu'apprendre qu'imparfaitement à travers les observations, puisqu'on ne lui aura pas forcément dit en dur qu'il faut qu'il conserve l'énergie, par exemple, ou la vorticité. Et donc, il y a des problèmes qui se posent, parce que si on n'intervient pas directement sur le réseau de neurones, ou si on ne fait pas un traitement après analyse, on aura ce problème que le fait que l'énergie ou la vorticité n'est pas conservée. Donc ça, c'est un problème intéressant sur lequel on travaille. Donc plus généralement, c'est comment mettre en dur, en fait, dans le réseau de neurones, les symétries du modèle. Les symétries qui sont naturelles dans le modèle qu'on connaît. Ensuite, il y a le fait que dans tous ces réseaux de neurones, il y a un nombre très important de paramètres à tuner, donc à ajuster, comme en assimilation de données, mais il y en a beaucoup plus. Et donc ça reste un vrai problème. Donc beaucoup d'études de sensibilité qui sont à chaque fois nécessaires dès qu'on apprend avec un réseau de neurones. Ensuite, il y a des problèmes d'optimisation non linéaire qui sont comme en assimilation de données importantes, mais encore plus fortes en fait, puisqu'il n'y a pas forcément pour l'instant d'algorithme séquentiel. Et il y a un problème pratique très important qu'on voit venir, que tout le monde voit venir, qui est si on veut appliquer ces techniques à des outils de taille modeste, à des modèles de taille opérationnelle, il y a le problème de l'adaptation de ces codes produits par TensorFlow, PyTorch, donc, qui sont souvent développés en Python. Alors, il y a des interfaces aussi en langage plus évolué. Mais par contre, la plupart des codes, en fait, la plupart des chercheurs et étudiants développent en Python. Et comment ensuite interfacer ces réseaux de neurones avec les codes
qui sont aujourd'hui dans nos modèles et qui sont très souvent du Fortran, vraiment dans le meilleur des cas du C++. Donc ça, c'est un gros problème technique que tout le monde voit venir. Et là, tout d'un coup, les gens vont s'arrêter pendant 1 ou 2 ans avant de trouver une solution. Et voilà, donc je vais m'arrêter là après cette petite discussion sur le machine learning. Merci beaucoup pour cette présentation en général d'un sujet difficile. Vous avez des questions, y compris de l'autre côté de l'écran. Vous n'avez pas évoqué les questions d'exploitation dans des contraintes de temps réel de ces algorithmes, faire de correction de délai, on the fly, sujet que vous abordez. Alors, bon, je ne m'en occupe pas spécifiquement, donc c'est ce sur quoi travaillent la plupart des gens en fait, dans les centres opérationnels. Et quand on parle de la météorologie, donc ils reçoivent les observations, alors ils ne reçoivent pas les observations toutes les 3 heures, mais ils produisent des analyses toutes les 3 heures. Donc en fait, ils accumulent des observations pendant 3 heures, et ils utilisent ces observations toutes les 3 heures pour produire une analyse et produire des prévisions. Donc il faut, quand les observations arrivent, il faut qu'ils les filtrent, et ensuite il faut qu'ils les incorporent via l'assimilation de données, dans leur, donc par exemple typiquement des techniques variationnelles, dans leur modèle. Et ensuite, il faut qu'ils produisent des prévisions opérationnelles. Et donc il faut qu'ils fassent ça de façon continue, plus ou moins parallèle, mais il y a des choses qui ne se font pas en parallèle. Et donc il y a une armée de chercheurs et d'ingénieurs. La plupart des gens travaillent sur ça en fait, dans les centres opérationnels. J'en ai 2. Mais tu choisis pas. Tu vais répondre de ce que D'accord. La première, c'est il y a des grandes masses de données qui sont produites par les satellites, etc. Et en simulation, il y a eu aussi des techniques de dire comment je représente de façon réduite, par exemple avec des décompositions en pod, etc. Et ensuite, on travaille sur ce volume réduit, etc. Tu l'as un peu évoqué sur les modèles. Tu t'y crois ou tu penses qu'on met un biais trop important et qu'on n'arrivera pas, vu de tes systèmes, à utiliser cette technique intermédiaire qui consiste à traiter d'abord les données avec des méthodes de réduction de dimension finalement? Si, j'y crois beaucoup. Évidemment, si on se restreint au pod, on ne va pas forcément aller très loin. Mais oui, j'y crois beaucoup. Un peu la plupart des techniques, par exemple le fil de Kalman d'ensemble, appliquées à la simulation de données, pas nécessairement strictement à une dynamique, ce sont des techniques de réduction. Donc les méthodes NVAR, ce sont à nouveau pour du variationnel des techniques de réduction. Donc tout ce qui est machine learning, enfin deep learning, c'est des représentations réduites en fait d'une dynamique, enfin pas forcément d'une dynamique, mais d'un modèle. Et donc non seulement j'y crois, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas faire autrement en tout cas. Donc oui. Voilà. Mais les outils deviennent de plus en plus sophistiqués, donc la précision de ces approximations devient meilleure en fait. Donc il y a des raisons d'y croire de plus en plus en fait. Et je suis d'accord qu'au départ, c'était pas forcément évident. À part des prévisions à très court terme, mais aujourd'hui on arrive à représenter même des climatologies à partir de modèles réduits. Et ma deuxième question, c'était, tu parlais de... J'ai toujours un exemple en tête, est-ce qu'on arrivera à réinventer le cercle? C'est-à-dire par un système de réseau de neurones, c'est-à-dire de dire, je donne des points répartis aléatoirement avec une petite erreur sur un cercle, je fais apprendre le modèle par le réseau de neurones, il va me ressortir un modèle qui va adresser chacun des points finalement. Mais il ne sera pas économiquement réduit à la notion de cercle, c'est-à-dire d'équidistance des points. Et ça, je me pose la question de savoir si on réussirait, c'est la question de la production de connaissances à partir des données. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une limite très forte où en multipliant la taille des réseaux de neurones, finalement, on perd le sens d'un paramètre très économique qui décrit un modèle simplement par un concept d'équidistance à des points et un rayon. Est-ce qu'on est capable de reconstruire, avec un réseau très spécifique, est-ce qu'on est capable de reconstruire la dynamique, enfin toute la géométrie d'une dynamique oui, qu'est-ce que j'attends avec un petit nombre de paramètres, justement. Le cercle, c'est un concept qui dit je peux avoir autant de points que je veux. Ouais. À partir
partir du moment où je dis Alors, qu'ils sont équidistants du centre, j'ai ma notion de sphère, etc. C'est extrêmement économique comme façon Oui, de oui, oui. présenter les choses. Et ça, je pense que dans la partie recherche, recalage, identification, tout ce qu'on peut, inférence de modèles, par des réseaux, etc., je ne vois pas comment on pourra accéder à cette concentration de connaissances. C'est extrêmement économique. D'écrire des millions de points avec... Oui, j'ai pas de réponse là-dessus, mais ça fait partie de... C'est lié à la question de extraire d'informations physiques à partir de ces réseaux de neurones. Alors ces réseaux de neurones sont déjà des représentations très économes et il faut voir que c'est pas... On multiplie le nombre de degrés de liberté, mais c'est quand même, ça reste une représentation très économe de la dynamique. Mais il est possible que la dynamique soit représentée par encore un nombre de degrés de liberté encore bien inférieur et que ce soit beaucoup plus facile de... Voilà. Et j'ai absolument pas de réponse évidemment à cette question, qui est un problème théorique sur le machine learning. Ouais. Une question derrière. En fait, c'était juste pour concrètement, vous parliez de variables d'état, des milliards de dimensions. Concrètement, c'est quoi ces variables d'état? C'est température, sur la météo, bon, c'est température, pression, humidité, champ de vent. Je ne sais pas ce que j'ai oublié, il y en a 6-7. Donc ça c'est la nature des variables. Et ensuite, c'est discrétisé sur l'atmosphère. Donc c'est une grille 3D de l'atmosphère. Donc c'est comme ça qu'on atteint quelques milliards de variables en fait. Donc sur des grilles de plus en plus fines, parce que les modélisateurs veulent des grilles de plus en plus fines, pour faire des prévisions les plus fines possibles. Et puis il y a toujours 7-8 degrés de variables de nature différente qu'on cherche à représenter dans le modèle de météo, sur des équations de Navier-Stokes. Juste pour rebondir, je voulais rebondir sur cette question-là. Vous avez dit à un moment donné que tout ce qui était deep learning développé pour la voix, les images, etc., pouvait être appliqué ou réutilisé, dévoyé vers les géosciences. Est-ce que là, par exemple, dans cette application-là, vous verriez l'utilisation d'outils deep learning pour cette étude de la variable, de la prédiction de l'évolution des points de mesure en géosciences. Voilà. On connaît un état de l'atmosphère à un moment donné, et faire la prédiction sur le coup d'après. Oui, c'est les petites courbes que j'ai montrées sur des modèles très élémentaires. Oui. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. On cherche à... Est-ce que on peut utiliser des outils qui existent aujourd'hui, qui ont été développés pour la voix, etc. On s'appuie sur les librairies. Ça, c'est fait avec des librairies type PyTorch ou TensorFlow qu'on utilise. C'est très facile à mettre en œuvre. Il faut y passer un petit peu de temps, mais je veux dire, c'est incroyablement plus facile à faire qu'il y a quelques années. Et ça se fait dans un environnement Python, donc c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. Vous avez des questions? Oui, toi. Souvent dans l'exposé, la cible c'est la géoscience, et dans l'exposé apparaît souvent le terme chaos, chaotique, etc., divergence, etc. Donc j'ai une question qui est au niveau de la météo, la façon dont fonctionne le centre, dont vous parlez, etc. Bon, le système météorologique, si je parle de l'atmosphère, mais l'océan c'est pareil, on a à se battre avec un système qui est chaotique, surtout par ses aspects bidimensionnels. Et en météo, c'est notamment le cas, par exemple, de la zone tropicale. Et puis des aspects qui sont turbulents et qui sont donc initialement chaotiques, mais qui sont régularisés par le phénomène tridimensionnel, qui est la turbulence elle-même, dans lequel il y a des modèles, des façons de faire, etc. Moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a un distinguo dans la façon dont ces centres travaillent? Est-ce qu'on traite tout d'un coup, ou est-ce qu'il y a des régions, des zones qui sont traitées de façon différente, où les techniques vont être pondérées de manière différente en fonction des conditions, je dirais, que transmet l'observation? Alors, je ne suis pas un expert de ces gros modèles, mais par osmose, j'ai appris à quelques trucs. Donc, les techniques elles-mêmes, elles sont censées s'appliquer à, par exemple, tout le globe en météo. Cela dit, ils ont un certain nombre de choses il y a un certain nombre de coefficients, par exemple, qui vont ajuster en fonction de la région. Ils vont faire des analyses de nature différentes. Et d'autre part, par exemple, ils vont utiliser des techniques légèrement différentes quand ils vont regarder le haut de la stratosphère ou quand ils vont être en basse atmosphère. Donc oui, ils tiennent compte de la dynamique intrinsèque qui peut être très différente. Ils injectent vraiment de la physique quelque part à un moment donné pour pouvoir guider
Oui, dans ces centres opérationnels, il y a vraiment il y a les modélisateurs physiciens, il y a les gens des ops et il y a les gens de la simulation de données. Et ils sont obligés de travailler tous en... Parce que comme ce sont des énormes modèles, s'ils ne font pas les choses correctement, ils vont avoir des divergences. Par exemple, donc, des divergences numériques, hein, pas des divergences ils vont forcément avoir des vrais problèmes et souvent ils changent de méthode quand justement la dynamique impose de changer de technique, hein, y compris de technique de simulation de données. Oui, en plus on a l'homogénéité spatiale des mesures qui jouent. Question derrière. Vous avez dit qu'il y avait 6 ou 7 variables qui sont mesurées. Donc ça veut dire que vous faites 6 ou 7 fils de Feynman. Ah non, dans le vecteur X, on peut ranger absolument toutes les variables, c'est-à-dire toutes les variables discrétisées plus toutes les variables de nature différente. Ouais. Alors après, par exemple, dans les techniques type 3D VAR, on construit cette grande matrice de B de covariance qui est censée représenter toutes les covariances liées aux erreurs associées à ces variables. Là, les gens vont faire un travail de modélisation statistique et physique pour dire que oui, telle et telle variable de nature très différente, elles vont être peu corrélées ou au contraire elles vont être indirectement corrélées via par exemple un équilibre quasi géostrophique. Donc il y a un énorme travail qui est fait là-dessus. Oui. Donc on range tout dans un même vecteur. Cela dit, quand on parle des statistiques derrière d'erreurs, on va être obligé de faire des distinguos entre les variables. Il y a encore une question là, mais avant je voudrais voir si à distance il y aurait des questions. Toulouse par exemple. Non? Ils discutent entre eux. Pardon, il y a des questions ici. À propos de ce que vous avez dit sur l'adjoint pour la simulation de données, nous on a plutôt eu une bonne expérience ces derniers temps dans un contexte CFD. Est-ce que vous pourriez commenter un peu ce que vous avez dit sur les outils de différenciation automatique qui ne sont pas parfaits, quelles sont vraiment les grosses difficultés, les écueils alors ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Alors à l'époque, il y a 3-4 ans, on va dire le gros problème des... alors c'est qu'un code adjoint déjà il est de façon optimale, on peut montrer il est au minimum 3 fois plus gros et coûteux que le modèle direct, que le modèle initial. Et ce qui se passe généralement, c'est que il faut faire un énorme travail de nettoyage. Une fois que le code adjoint est produit par l'outil de différenciation automatique, il y a un énorme travail de nettoyage sur toutes les variables intermédiaires à faire dans le code. Et ça prend un temps relativement important. En tout cas, à l'époque, ça prenait un temps important, et même sur les petits modèles, on y a passé beaucoup de temps. Et donc, c'était les raisons pour lesquelles les gens n'investissent pas directement dans les centres opérationnels, ils n'ont pas directement investi dans un outil de différenciation. D'abord, ça n'existait pas vraiment il y a 20 ans quand ils ont fait le choix du CAD des VAR. Et ensuite, comme ils maintiennent à la main, ils préfèrent maintenir à la main. Et ensuite, il y a des tas de... Il faut savoir qu'ils ne prennent pas l'adjoint nécessairement de toute la physique. Donc il y a peut-être la microphysique qu'ils vont laisser de côté parce qu'elle est elle est difficile et puis il y a les non-linéarités, des seuils, etc. Donc ils vont la laisser de côté. Ils vont plutôt faire l'adjoint uniquement de la dynamique, du transport. Et donc ils font des tas de choix, il y a des tas de choix à faire. Ils vont rentrer dans le détail, donc forcément ils ne sont pas forcément intéressés par regarder un outil de différenciation automatique. Mais j'ai pas dit que ça ne marchait pas, la différenciation automatique. Mais ça avait un coût, c'est un coût. Question là-bas. Oui, j'ai une question sur l'interprétation qu'on peut faire des approches stochastiques. J'ai l'impression qu'en machine learning, on utilise les algorithmes stochastiques pour franchir les minima locaux, pour traiter justement des fonctions qui sont avec plein de minima locaux partout. Et alors qu'en assimilation de données, on a plutôt l'air d'insister sur le fait que modélisation d'incertitude, propagation d'incertitude, etc. Est-ce qu'il y a des travaux qui parlent aussi des aspects minima locaux en assimilation de données? Parce qu'il y en a aussi pas mal. Alors, oui, tout ce qui est stochastique en assimilation de données, c'est plutôt lié à l'échantillonnage, comme vous l'avez dit, c'est plutôt lié à l'échantillonnage plutôt que de l'optimisation stochastique pour essayer de franchir les minima locaux. Donc alors la raison est, pour répondre à votre question directement, on utilise plutôt des méthodes d'optimisation type quasi-Newton en fait pour les gens qui font du variationnel. Donc ce sont des méthodes pour des très gros vecteurs et qui ont une approximation du hessien. Et donc les méthodes stochastiques seraient probablement très inefficaces sur des systèmes de cette taille-là. Après, une autre chose à faire probablement, c'est que dans cette approche, en tout cas en météorologie, je me réfère toujours à la météorologie, mais il y a des cas où ça serait plus non linéaire. Tant que le système est suffisamment observé fréquemment, toutes les 3 heures en météorologie, on peut espérer rester près du minimum local.
Et donc en fait, quand on a une nouvelle fonction de coût, on sait qu'elle est certes non linéaire, mais il n'y a pas un nombre de minima locaux très important, ou alors ils sont loin. Donc en fait, on espère toujours rester voilà, près du minimum local, et là l'idéal c'est d'avoir une méthode quasi-Newton. Donc je pense que voilà, il n'y a pas forcément de... Voilà. Par contre, dès qu'on fait des aspects plus théoriques d'assimilation de données sur des modèles très non linéaires, mais ce n'est pas forcément d'intérêt pour les gens de l'opérationnel, mais là on a ce genre de problème qui apparaissent et on peut regarder des méthodes d'approximation, d'optimisation stochastique. Ouais. Ok. Une dernière question. Oui, sur les enjeux globaux, sur l'assimilation de données en géosciences, est-ce que la question aujourd'hui c'est d'abord aller plus loin dans le temps sur ces systèmes chaotiques en termes de prévision, ou est-ce que c'est plutôt d'aller plus précisément spatialement? Il y a les gens veulent les deux, mais... je n'aurais jamais posé la question, mais c'est avec mes collègues de Motran, je suis à peu près sûr qu'ils cherchent d'abord à aller à raffiner les modèles en termes de résolution. Spatial, oui. Donc c'est vraiment l'enjeu spatial, parce que maintenant on a des prévisions à l'échelle synoptique qui vont quand même à une semaine, 10 jours, et qui sont de qualité remarquable. Alors le grand public à chaque fois dit la météo, mais non, il y a des mesures objectives de cette qualité, et voilà, donc ça, par contre, les précipitations, toutes les hydrométéores, tous les phénomènes dangereux, ça reste... là, on aimerait les prévoir à plus petite échelle, de plus en plus fine. Je pense que c'est ça l'enjeu majeur. Bon, ce sera le mot de la fin. Encore merci. Il n'y a pas de questions? Non? On n'oublie personne? Encore merci. Merci.